Bon, dans le prolongement de la première séance sur l'automation et sur la fiscalité, une séance que j'ai trouvée véritablement passionnante, dans cette section, nous allons plus particulièrement nous attacher aux analyses des métamorphoses du travail et de la production des richesses. Comme nous le verrons, et comme Bovin a déjà nous donné un aperçu, toutes ces interventions porteront un éclairage différent, mais finalement convergent, sur ces transformations du travail et de la production de richesses, des transformations qui toutes plaident pour la réflexion autour d'une réforme radicale du système de protection sociale et du droit du travail, dont la proposition d'un revenu de base pourrait constituer l'une des clés de voûte. En particulier sur deux points essentiels. En premier lieu, en indiquant la nécessité du passage d'un modèle de précarité subie vers un modèle de mobilité choisi, capable de combiner, comme on disait une fois, efficacité économique et justice sociale. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, ce qu'il m'a été demandé, c'est de faire un petit peu un tableau de ce qu'impliquait le numérique, les technologies numériques dans la relation au travail et éventuellement à l'emploi. De tout temps, les technologies ont un impact sur les structures sociales, sur les structures du travail et sur les structures de l'emploi. Donc, en allant très très vite, si on remonte au moment du Moyen-Âge, les moulins transforment totalement l'économie et il y a une transformation sociale avec des propositions alternatives, par exemple l'émergence du compagnonnage avant l'émergence d'un emploi dit salarié ou d'embauche. Et il y a en parallèle l'émergence de nouveaux modes de communication, c'est-à-dire que l'imprimerie émerge et donc le partage de la connaissance se fait d'une autre manière. Si on passe très rapidement à la machine à vapeur et donc les énergies fossiles vont transformer l'organisation sociale, vont progressivement généraliser le salariat, ce qui ne veut pas dire que le compagnonnage ne va pas continuer à exister et que les modèles dans l'agriculture préexistants ne vont pas continuer à exister jusqu'à nos jours. Et elle propose des nouveaux modes de diffusion de la connaissance ou de partage de la connaissance, en particulier au XXe siècle, la radio, la télévision et autres outils. Le numérique ne fait pas exception et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Par contre, là, ce sont des points d'interrogation. Quelle organisation sociale autour de ces technologies numériques ? On les voit émerger, c'est ce qui a été un petit peu ce qui a été évoqué précédemment, ce qu'évoque Bowens, mais énormément de questions sont absolument pas résolues. Et puis, un nouveau mode de communication, je ne vais pas le décrire, Internet, vous en êtes tous utilisateurs. Donc, on assiste à une réduction massive de la paysannerie depuis le XVIIIe siècle, une réduction de l'emploi ouvrier depuis le début de la moitié ou depuis la moitié du XXe siècle, qui a été jusqu'à présent, c'est ce qu'expliquait Berger tout à l'heure, compensée par des embauches dans les services. Et maintenant, on voit que les services tels qu'il l'expliquait précédemment, sont en train d'être modifiés, touchés par une automation. Et je vais essayer de décrire un petit peu les mécanismes de cette automation qui conduit à une disparition d'un nombre considérable d'emplois et surtout de l'organisation du travail sans qu'on ait trouvé pour le moment un autre modèle d'organisation sociale du travail.
le numérique est déjà transversal. Et c'est un langage commun qui est en rupture avec les filières technologiques telles qu'on les connaît. Et par exemple, l'innovation, les enjeux autour de l'innovation, c'est la rencontre entre des technologies utilisées dans plusieurs univers métiers. Et si je n'ai pas le temps de citer des exemples, mais ils sont nombreux, de ce que vous utilisez sur votre smartphone, ce qu'on appelle des apps, des applications, elles vont mélanger plusieurs univers métiers qui précédemment, technologiquement, ne pouvaient pas fusionner. C'est ce qu'on appelle le mash-up. Et toute l'innovation, à la fois technologique, mais aussi l'innovation d'usage et de pratiques sociales, repose sur ce mash-up et sur ce mélange des filières technologiques qui conduisaient à des filières métiers qui étaient bien cloisonnées, séparées. À l'instar de l'ordinateur, l'imprimante 3D, comme il a été évoqué tout à l'heure, accélère ce mouvement, puisque nous avons un outil de fabrication et de production matérielle, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'immatériel, on n'est plus dans le software dont on parlait, mais ça conduit jusqu'à une rematérialisation de l'objet. Et les imprimantes 3D sont capables de fabriquer n'importe quel objet. Donc on n'est plus dans un domaine de machine à outils qui est lié à une filière industrielle, mais on a des machines outils, des machines de fabrication qui sont capables de fabriquer n'importe quoi, aussi bien une guitare que une jante de voiture, que des prothèses médicales, que de l'art et des objets artistiques. De plus, ces machines 3D, l'additive manufacturing, est capable de fabriquer d'une seule pièce des objets qu'il était absolument impossible de fabriquer précédemment. Donc, progressivement, on assiste à une disparition des filières industrielles telles qu'on les entend aujourd'hui. Ce qui veut dire un réajustement très important des politiques d'État qui reposent, et des politiques industrielles des États qui reposent sur des filières qui ont été définies dans la précédente période. Alors, à cela se rajoute un glissement progressif de nombreuses fonctions des entreprises vers leurs clients. Alors, c'est un mouvement qui n'est pas nouveau, qui remonte au milieu du XXe siècle, où, par exemple, votre épicier a été progressivement remplacé par un supermarché, et donc une partie du travail du vendeur, c'est le client dans le supermarché qui le fait. Aujourd'hui, on supprime les caissières, et c'est le client lui-même qui passe à la caisse et fait le caissier et paye lui-même. Dans le domaine de l'ameublement, on voit bien que les success stories sont autour du kit, et au lieu de se faire livrer comme nos grands-mères le buffet de famille, on monte nous-mêmes les meubles avec un renouvellement constant. Au niveau de la banque et là des services, on s'aperçoit que progressivement, comme la publicité le dit, le banquier, c'est nous. Et donc, toute une partie des tâches qui étaient faites par un employé au sein de la banque, on l'a fait soi-même et on apprécie, on trouve que c'est plus facile, que c'est plus rapide, que c'est plus efficace, et ça nous semble nous coûter moins cher. On assiste au niveau des années 2000 à des industriels sans usine, c'est-à-dire des industriels qui considèrent que la valeur qu'ils veulent percevoir
sont au niveau de la conception, que par contre, il n'y a plus de valeur ajoutée suffisante au niveau de la fabrication. Et du coup, ils font fabriquer dans des usines en Asie. Et donc, Apple s'est débarrassé de ces usines. Alcatel, IBM et autres se sont tous débarrassés de leurs usines, sont des industriels sans usine qui ne font que la conception de l'objet. Dans l'industrie automobile, on assiste au même phénomène avec des chaînes banalisées qui vont fabriquer à la fois une Mercedes et une Renault. Donc le différentiel n'est pas dans l'usine, dans l'usinage et dans la fabrication. Et puis émergent actuellement les plateformes de partage qui ont été évoquées tout à l'heure et qui sont assez stupéfiantes puisque finalement le travailleur devient lui aussi un client de la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme fait une interface entre les clients utilisateurs et un autre type de client qui est le client travailleur, le chauffeur d'Uber. C'est la même chose pour Airbnb. L'hôtelier ou celui qui va loger, qui va donc être un travailleur, il faut faire les lits, il faut faire le ménage, il faut donner le petit déjeuner éventuellement, devient client de Airbnb, au même titre que celui qui va occuper le logement. C'est-à-dire que ce sont des entreprises là, sans salariés ou avec un minimum de salariés, et la valeur est perçue par la plateforme beaucoup plus et sans partage avec le travailleur. Et puis arrive avec les impressions 3D, avec l'usine distribuée, c'est-à-dire des ateliers répartis, la possibilité de faire fabriquer l'objet directement par l'utilisateur. Donc, à nouveau, un travail. Donc, au lieu de parler de travail gratuit, on pourrait parler d'emploi gratuit. Là, on fait un léger glissement par rapport à ce que développaient Collin et Collin. C'est sans doute pas du travail, mais de l'emploi gratuit. Ce qui amène à une autre réflexion, c'est qu'il y a un vrai décalage qui s'est installé entre la valeur et la monétisation pour les entreprises et entre le travail et rémunération pour le citoyen, qui repose sur un nouveau modèle économique du numérique qui est en train de s'installer. C'est-à-dire un modèle économique qui repose sur des écosystèmes où l'utilisateur est contributeur. Et la valeur créée se monétise au niveau d'un écosystème global, ce qui fait que l'entreprise doit créer des valeurs de plus en plus constantes pour satisfaire l'utilisateur sans forcément les monétiser. Chaque fois que vous régulièrement votre smartphone, en prenant cet exemple, a de nouvelles fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur d'utiliser, enfin d'être satisfait par l'offre sans que ça soit monétisé directement. Mais l'important, c'est que vous restiez dans l'écosystème en sachant que les modes de monétisation sont majoritairement indirects. On peut tirer deux grandes conclusions. C'est que les écosystèmes numériques, il est mis en péril lorsqu'il y a tentative de monétiser l'ensemble des valeurs, ou valeur par valeur, et que ces écosystèmes doivent en permanence s'enrichir, s'élargir et croître. Raison pour laquelle on voit Google s'intéresser à l'automobile ou au médical. En découlent des chaînes de valeur excessivement complexes qui sont multifaces, qui reposent sur l'automation et sur les algorithmes. Et donc,
dans ces chaînes de valeur, l'utilisateur a une place de producteur de valeur, c'est-à-dire qu'il n'est plus à la fin de la chaîne comme précédemment. Il est acteur de la chaîne, et il est acteur à plusieurs niveaux, par la force de ses traces et de ses données, par le travail d'indexation qu'il fait ou de substitution d'anciens emplois, c'est-à-dire qu'il substitue, il supprime les emplois, il les détruit. On devient nous-mêmes destructeurs d'emplois. Et en adaptant l'objet, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure, c'est Mehdi, en adaptant l'objet et selon ses besoins et en le fabriquant lui-même. Donc la question est maintenant comment créer de la négantropie dans ce monde numérique qui déstabilise l'ancien monde. Et je vais conclure là-dessus, je n'ai pas de solution, Ars Industrialis n'a pas de solution directe. Il y a du travail et à expérimenter et on réfléchit actuellement sur la création de territoires écoles et de territoires expérimentaux qui tourneraient autour de réflexions autour d'un revenu de base sur un nouveau partage de la richesse et sur des assiettes de taxation qui reposeraient sur cette suppression d'emplois, à partir du moment où une entreprise fait de la plus-value sur la suppression d'emplois, mais que le travail que cet emploi est effectué par ses clients, il y a raison et une raison logique de taxation. Et il y a de l'autre côté une nécessité de situer, et c'est là qu'est la négantropie, que le citoyen, chacun de nous, soit contributif et créateur de valeur. Et c'est là que se situe le revenu contributif qui, peut-être, à un moment, pourra se substituer au revenu de base. Merci beaucoup.